figure. Bon, donc j'avais fait un premier topo il y a 2 ans déjà. Le temps passe très vite. Parce que je m'intéresse assez à tout ce qui concerne la vie et ce que ça comporte. Et j'avais intitulé le topo en général quelques considérations sur ce qu'est la vie et sa perception par l'être humain. Et le premier topo, en fait, il a été surtout centré sur qu'est-ce que c'est que la vie et d'où ça sort et comment on peut s'en occuper. J'avais commencé mon topo par une plaque de ce genre. Merci. Parce que moi, ce sont des réflexions et des considérations que moi, ayant 30 ans de carrière de médecin, chef de service quelque part, je me permets, mais je pense que tout le monde ne peut pas être d'accord. Et c'est pour ça que j'ai mis qu'en fait, moi je me fie à la science, c'est-à-dire tous les faits que je vais présenter dans ce document sont scientifiquement prouvés, que la vie n'est ici abordée que sous l'angle de l'être humain, comme l'indique son nom, c'est-à-dire que je ne m'occuperai pas de l'instinct des animaux ou de ces choses-là, hein, et que toutes les opinions qu'on pourrait éventuellement émettre, que je pourrais émettre, ne sont en dehors de toute polémique, et elles n'engagent que moi. Comme ça, les choses sont claires, et je vais essayer de passer la suivante, si ça veut bien. C'était à droite ou à gauche? J'ai cru voir que c'était à gauche. Oui, c'est à gauche. Voilà. Alors j'étais parti aussi à partir de Jean d'Ormesson. J'aime bien Jean d'Ormesson pour diverses raisons, mais il a des réflexions qui sont intéressantes. Et il disait dans son bouquin, le dernier qui a été publié à titre posthume, donc en 2018, après son décès, il disait, ben voilà, vous voilà né, mais vous voilà né pour mourir. En attendant, il faut bien vivre. Et vivre est une occupation de tous les instants. On peut être responsable au moins en partie de sa vie, parfois de sa mort, mais jamais de sa naissance. Alors on n'est pas des dieux, on n'est pas des demi-dieux, mais on est quand même des primates qui ont reçu par un miracle qu'on ne connaît pas, un don qui laisse pantois, c'est qu'on pense. Alors grâce à la pensée, la science a changé le monde. Elle a pu fournir, et elle va continuer de fournir, une masse très impressionnante de questions, et ça nous donne vraiment l'espoir de dire on va tout comprendre, tout ce qui se passe, et on n'aura plus de soucis. Donc ça permet effectivement de décrire, de comprendre de plus en plus précisément les concepts, les fonctionnements qui préludent à la vie. Et en fait, ces constatations, je les avais résumées, je les avais détaillées dans un premier topo. Et là, je les résume sur une ou 2 plaques pour vous remettre dans le bain. Hein, ce sont les constatations rigoureuses finalement de l'observateur que je suis par rapport à tous ces phénomènes qui ont été décrits. Et ça, c'était l'objet du premier exposé. Alors, je rappelle les principaux acquis scientifiques qui concernent la vie et les relations environnementales. Et j'étais parti de Quintilien qui posait au temps des Romains les questions importantes qui étaient quid, quomodo, quand de cours, c'est-à-dire qui, comment, quand, pourquoi. Hein, et tout ça désigne en fait toutes les circonstances qui sont autour de la vie et qui font qu'elle existe, entre autres. Et la vie, donc, c'est en fait une foule de mécanismes qui sont guidés par les circonstances. Un être vivant, c'est un être autonome. C'est-à-dire qu'il est caractérisé par une autonomie d'interaction avec l'environnement. Ça, les choses inertes ne peuvent pas faire d'interaction avec l'environnement. De fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils ont besoin simplement d'un peu de carburant et avec ça, ça peut fonctionner. Et de reproduction, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de personnes pour assurer leur lignée de descendance. Et cette autonomie, elle est acquise, en fait, grâce à des molécules chimiques, donc je ne redétaillerai pas, parce que j'avais fait ça l'autre fois, hein, dont l'agencement sous l'influence de l'environnement permet des actions spécifiques. L'exemple type, je ne reviendrai pas dessus, simplement pour dire les anticorps, il y a une clé de départ, et puis l'extrémité de la clé, elle est interchangeable. On peut la fabriquer à partir du nouveau virus qui apparaît. C'est ce qui s'est passé avec le virus qui nous a embêtés depuis quelque temps, le Covid, et c'est ce qui se fait aussi pour tous les virus qu'on rencontre. Une première fois, on est informé, et hop, on s'adapte pour se défendre la fois suivante. Cette autonomie, elle est bien sûr adaptée au contexte environnemental, à la fois temporel, dans le temps, et dans l'espace, spatial. Et tout ça est guidé par un programme qui est nécessaire à la pérennité du vivant et qui est interrompu en son absence.
Alors, il y a des questions non résolues, et on en a encore beaucoup. C'est finalement les limites de ce qu'est la vie, parce que on sait fabriquer des molécules du vivant, ça on sait le faire, on sait modifier un programme génétique, mais il est impossible de donner la vie à partir d'une matière inerte. Ça n'est possible qu'à partir de molécules vivantes. Et actuellement, eh bien, les apports d'histoire et de la science ne suffisent pas à expliquer ce qu'est la vie et à la reproduire autrement que par elle-même. Donc on a pour l'instant une grande inconnue là-dessus, même si de nombreux essais, j'en avais parlé sur le premier topo, ont été effectués, mais pour l'instant ça ne donne pas la clé. Finalement, la vie c'est ce qui se passe, comme je le disais tout à l'heure, enfin comme le disait Dormesson plutôt, ce qui se passe entre la mort, enfin entre la naissance et la mort. Alors j'ai mis entre parenthèses, est-ce que à partir de la conception c'est un être vivant, ou est-ce que ce n'est qu'à partir de la naissance ? Là, je n'embrayerai pas sur ce débat parce que je n'en ai pas les moyens, mais je pense que ça reste une question extrêmement importante. Et la mort, là aussi, il y a un débat, mais moins important, c'est quand même jusqu'à maintenant un phénomène irréversible, sauf Jésus-Christ, mais sinon, à part ça, on n'a pas tellement de réponse à cette question. La mort, jusqu'à maintenant, est considérée comme quelque chose d'irréversible, du moins après un certain temps. J'avais détaillé, je me souviens, le fait que après 1 heure, on peut encore faire ça, après 3 heures, on peut encore faire ça, et même après 36 heures, des fois, on peut encore faire quelque chose, mais au-delà, ce n'est plus possible, c'est irréversible. Alors cette vie, en fait, chez l'être humain, elle a un objectif, bon, peut-être un peu expansionniste, ça c'est ce qu'on voit bien en ce moment avec les actualités, mais c'est surtout au moins au maintien de l'espèce, et l'espèce humaine, donc en l'occurrence. Et donc cette espèce humaine, elle a trouvé des conditions d'accueil et de propagation intéressantes, indépendantes de l'être humain lui-même, du moins initialement, parce qu'après il modifie des choses, l'être humain, qui peut rendre la situation plus facile ou au contraire plus difficile. Et ce maintien de l'espèce humaine, la race humaine, je veux dire, n'est pas dotée de pouvoirs surnaturels, elle obéit aux lois de l'évolution qu'avait édictées Darwin, voilà, et c'est modulé bien sûr par les progrès de la science. Et ça nous impose une stratégie et une logistique de défense sans cesse réadaptée en fonction de la situation. Alors pour que cette vie fonctionne bien, mais fonctionner entre guillemets, parce que c'est bon, une situation d'équilibre doit être maintenue, et c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire que tous les systèmes sont en équilibre et permettent de mener une vie normalement, sans problème. Et pour cela, bien sûr, faut qu'on soit informé, c'est-à-dire qu'on ait une connaissance permanente de la situation de notre organisme lui-même, pour lui-même, et par rapport à l'environnement, savoir s'il y a des dangers, pas des dangers, quels risques on prend, etc. Et grâce tout ça à quoi ? À une signalétique hautement sophistiquée. C'est-à-dire que l'exemple type, c'est vous courez, si vous courez vite et que vous êtes en altitude, vous allez avoir des symptômes qui vont apparaître parce que vous manquez d'oxygène. Et ça, c'est détecté par les sensors internes qui vont informer qu'il faut accélérer le cœur, accélérer la respiration, faire tourner plus vite les globules rouges pour amener plus d'oxygène, etc., etc. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ça repose effectivement sur des interactions entre un indicateur externe ou interne, ça dépend, et un récepteur, c'est-à-dire en fait comme une clé qu'on met dans une serrure et qui déclenche une réaction. Et ça débouche sur une expression adaptée des gènes requis. Et ça, c'est une mécanique absolument merveilleuse. Vous m'interrompez quand vous voulez, parce que je ne veux pas non plus vous assommer de choses. Et pendant la durée de vie, pendant toute la durée de la vie, la machinerie, elle est en perpétuelle veille. Elle agit suivant les besoins, guidée par la situation, dans le temps, dans l'espace, liée aux événements, soit qui se passent dans le corps, soit à l'extérieur, que ça s'agisse de dysfonctionnement, d'agression, de nécessité de développement ou de reconstruction. Tout ça est parfaitement agencé. Et ce qui est intéressant, et je reviens toujours sur ça, c'est vraiment une des clés, c'est que les événements peuvent tout à fait être dus au hasard, mais la réponse, elle, ne se fait pas au hasard. Elle est adaptée à ce qui s'est passé et à ce qui se passe. En résumé, la science nous apprend que la pérennité de la vie, c'est-à-dire la survie de l'espèce, dépend de la qualité de fonctionnement des processus impliqués, d'une part, dans la transmission du patrimoine génétique,
le façonnement du soi, c'est-à-dire l'embryologie, comment se forment les organes, la défense du soi, c'est une réaction immunologique, et la réparation du soi. Et ça se fait grâce à des systèmes très complexes, connectés à l'extérieur, informés par des réseaux internes de surveillance et tous interconnectés. Et tout ça, c'est extraordinaire, parce que ça se fait de manière autonome, adaptable, pas au hasard, et en toute inconscience. Alors, j'allais dire, heureusement, c'est en toute inconscience. Et pourquoi? Alors, c'est en toute inconscience parce qu'il se passe des millions de réactions biologiques qui se produisent simultanément durant la vie, et même à l'instant T, là, tout de suite, dans votre corps, il se passe plein de choses. Vous n'en avez pas conscience. Ces réactions sont souvent éphémères, et leur fonctionnement induit des conséquences sans traduction des slabs, c'est-à-dire que c'est des micro-émissions de chaleur, consommation, libération d'énergie, micro-mouvements, mais tout ça, on n'en est pas conscient. Et tout ça, c'est incapable d'accéder à l'émergence dans le centre de la conscience. Pour mémoire, j'avais travaillé sur un bouquin intéressant de Nakache, auquel je ferai beaucoup, je m'y rapporterai beaucoup. L'inconscient en neurosciences, c'est un phénomène éphémère, qui ne peut émerger à la conscience que de façon aléatoire, en fonction des disponibilités de l'espace de travail global, j'y reviendrai tout à l'heure, et surtout guidé par la conscience. Et en réalité, il n'y a pas un inconscient, mais une multitude de processus distincts qui ont en commun qu'en fait, ils ne sont pas rapportables parce que, justement, on n'en a pas conscience. C'est un peu comme une bagnole. C'est pour ça que j'ai mis ce petit tintin là. Parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe tant qu'on en est satisfait. Ça marche, on passe de vitesse, ça freine, on embraye, tout roule. Les ennuis commencent lorsque des dysfonctionnements apparaissent et s'expriment. Et c'est pas toujours aisé de comprendre ce qui se passe. On est obligé de faire des tas de diagnostics maintenant pour savoir si ça vient des cylindres, de l'échappement, de l'embrayage, de je sais pas quoi. Tant que ça marche, c'est inconscient, tout roule, c'est impeccable. D'où la chose, c'est que les dysfonctionnements de la vie obéissent à de très nombreux mécanismes. Et ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'à l'inverse des processus physiologiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui eux sont complètement inconscients, les dysfonctionnements peuvent s'exprimer, mais de façon un peu inconstante, et de façon surtout très inégale, en fonction des gens, ça va s'exprimer par des signaux d'alarme. Les causes de ces dysfonctionnements sont très nombreuses, très variées. J'y reviendrai dans un instant sur une autre plaque. Par contre, les alarmes émises en guise de réponse à ces dysfonctionnements sont au contraire relativement limitées. Il y a peu de signes ressentis, on va dire, pour des tas de choses extrêmement diverses. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça dysfonctionne? Il y a un seuil de détection d'anomalie qui est guidé par la fonction concernée, ça peut être digestif, cardiaque, pulmonaire, enfin tout ce que vous voudrez, l'intensité de cette dysfonction, parce que c'est sûr que si c'est très faible, vous ne le percevez pas, si c'est important, ça commence à prendre un peu de coffre, la rapidité aussi d'apparition. Alors ça, c'est un truc en médecine qui est majeur, plus ça va vite, moins bien c'est supporté. Toute modification, si elle se fait très doucement, est parfaitement bien supportée. Si elle se fait brutalement, même chez des gens en bonne santé, ça peut aller mal. Comme je cite toujours comme exemple, quand je faisais des cours sur les anémies, je disais c'est très simple. J'ai vu arriver des grands-mères de 85 ans après avoir monté 4 étages qui avaient 5 grammes d'hémoglobine et qui étaient à peine essoufflées, parce qu'en fait ça faisait 3 ans que ça durait et que ça se faisait. Et je dis par contre, je prends une des étudiantes, n'importe laquelle, je lui enlève 3 grammes d'hémoglobine comme ça en une fois, je l'envoie en réa. Parce que l'organisme supporte très très mal les choses qui se passent brutalement. Les alarmes, elles sont de deux ordres. Il y a un ressenti qui est parfaitement subjectif et qui est rapporté ou non. Il y a des gens qui ne sont pas sensibles du tout au ressenti, d'autres qui ressentent très vite des choses. Et ce ressenti est subjectif. Et puis il y a des signes extérieurs qui, eux, sont objectivables par un observateur, en l'autre un médecin ou un personnel de santé, et qui sont donc objectivables. Qu'est-ce qui permet d'objectiver? La première des choses qui a permis d'objectiver ce genre de choses, c'est l'examen clinique, qui a apporté une dimension objective. Et puis ça a été complété depuis par d'immenses progrès effectués en termes d'imagerie, sans cesse plus performante, d'études biologiques des liquides des tissus vivants, toujours plus précises. Donc c'est plein de choses. Mais ça, ce que je viens de dire,
il y a une rançon de tout ça. C'est-à-dire que tout ce qui est ressenti n'est pas nécessairement lié à un dysfonctionnement. Il peut très bien y avoir d'autres raisons, on y reviendra. Et à l'opposé, il devient de plus en plus fréquent de découvrir de façon fortuite des anomalies objectives que rien ne sait prévoir. Hein, depuis qu'on fait des scanners à tout va, on trouve des tas de choses. C'est pas ce qu'on cherchait, mais on trouve autre chose. Et ça, c'est la rançon de cette amélioration. Alors, quand la vie dysfonctionne, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'homéostasie, qui est, je le rappelle, basée sur, au point de vue anatomique, l'embryologie, l'anatomie, l'histologie, c'est-à-dire l'étude des tissus, et son fonctionnement, c'est-à-dire la physiologie, la biologie cellulaire, la biologie moléculaire, eh bien, cette chose peut comporter des malfaçons, comme dans les maladies génétiques, ou une usure prématurée, j'en sais quelque chose, l'arthrose et bien d'autres encore, les neuropathies dégénératives, etc. Et ça, c'est ce que j'appellerais des dysfonctions intrinsèques, propres à l'individu. À l'opposé, ça peut être des agressions externes, liées à l'environnement. Donc ces agressions peuvent toucher les organes, au point de vue physique, au point de vue chimique, au point de vue biologique. Alors, au point de vue physique, c'est des agressions, des traumatismes, par exemple, les jambes cassées, des choses comme ça. Chimique, ça peut être les toxiques, les pesticides, tout ce que vous voudrez. Biologique, c'est les anticorps, les auto-anticorps qui vont créer effectivement des agressions, par exemple les anémies hémolytiques auto-immunes ou des choses comme ça. Et puis, il y a des agressions qui sont plus conceptuelles, qui sont des agressions de la pensée, si j'ose dire. Et ces agressions conceptuelles peuvent être personnelles, morales, identitaires, et tout ça peut générer effectivement du ressenti difficile. Ce sont des agressions que je appellerais extrinsèques, parce que liées à l'environnement. Toujours est-il que nous, médecins au milieu, on voit les conséquences. Donc les symptômes, c'est ce qu'on ressent ou ce qu'on constate, enfin ce que les gens ressentent ou ce qu'on constate. On a des outils pour essayer de diagnostiquer les pathologies. Et à partir du moment où on a fait un diagnostic, on a des outils pour traiter les gens. C'est la démarche normale de la médecine actuelle. Alors, je passe là-dessus rapidement, les grands cas de la pathologie humaine, vous n'êtes pas médecin, mais en gros, vous voyez, il y a les maladies infectieuses, cancéreuses, inflammatoires, les traumatismes, maladies dégénératives, psychiatriques, toxiques, vasculaires, immunologiques, et les maladies constitutionnelles, héréditaires ou non. Il y a tout un panel donc, de mécanismes, si vous voulez, de pathologies qui peuvent atteindre n'importe quelle fonction, n'importe quel organe de l'organisme. Alors les alarmes, venons-en aux alarmes, les symptômes. Ça, j'ai priqué cette petite illustration, ça n'a aucune prétention, c'était une enquête qui avait été menée par le journal La Montagne. Il y a quelques années, en interviewant un tas de gens dans la rue, savoir s'ils se plaignaient de quelque chose. Et c'est assez marrant de voir que ce que les gens se plaignent, c'est essentiellement des signes fonctionnels, c'est-à-dire ressortent vraiment en premier les douleurs, l'anxiété, la fatigue. C'est vraiment des choses très importantes. Alors, comme vous le verrez, comme vous pouvez le voir si vous avez le temps, parce que je ne laisse pas la diapo pendant 3 heures, mais les femmes se plaignent un peu plus, parce qu'elles sont peut-être plus victimes, et les mecs se plaignent un peu moins, parce qu'ils sont sûrement un peu trop fiers et ne veulent pas admettre un certain nombre de choses. Bref, on voit que les 3 plaintes les plus fréquentes... Si tu veux te faire attaquer. Mais non. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les 3 choses les plus importantes, qui touchent quand même près d'un bon quart des gens interrogés, ça se répartit entre l'anxiété, les douleurs et la fatigue. Alors il y a tout un tas d'autres choses, l'agressivité, la dépression, les troubles de la libido, les troubles du sommeil, les céphalées, les troubles digestifs, j'en passe et des meilleurs. Mais tout ça, ça a en commun un certain nombre de choses. Les points communs de ces signaux d'alarme, c'est d'abord qu'ils sont fréquents. La preuve, un quart d'une population qu'on a interrogée se plaint d'avoir quelque chose. Le caractère non mesurable, parce que la fatigue, l'anxiété, on peut dire c'est important, c'est pas important, mais on fait avec le maths qui peut le dire. On ne peut pas le mesurer comme on prend la tension, comme on pèse les gens pour savoir combien ils pèsent. C'est subjectif, c'est-à-dire que c'est à l'appréciation du patient. Il y en a qui me disent « ça me fait horriblement mal ». Et puis d'autres disent « ah bon, moi non ». Donc c'est tout à fait intéressant de voir ces choses-là.
Alors, c'est pas sensible, c'est très peu sensible pour porter un diagnostic. C'est-à-dire que le fait que j'ai ce type de trouble qui existe ne préjuge absolument pas, même pas vraiment beaucoup, qu'il se passe vraiment quelque chose qu'il va falloir prendre en charge. C'est très peu sensible en termes de pathologie. Et puis, c'est complètement dénué de spécificité. C'est-à-dire qu'on peut très bien être fatigué et avoir quelque chose qui déconne n'importe où, que ce soit dans la tête, dans le cœur, dans l'estomac, dans tout ce que vous voudrez. C'est absolument pas spécifique de quelque chose. C'est absolument impertinent, c'est-à-dire non pertinent si c'est isolé, s'il n'y a pas de symptômes objectifs avec. S'il y a des symptômes objectifs mesurables avec, pas de souci. Si c'est tout seul, on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi? Parce qu'effectivement, la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme pour lequel ça se met en place, ben, ce n'est pas déterminable rationnellement. On ne sait pas pourquoi j'ai mal tout d'un au bras alors qu'on a fait tous les examens, j'ai rien. Pour l'instant, on ne sait pas. On ne sait pas quels sont les mécanismes qui entrent en jeu pour que ça fasse une situation de ce genre. Alors, comme disait l'ami d'Ormesson, on n'est pas des dieux, on pense. Alors, à quoi pensent les humains? Alors, bien sûr, ça pourrait occuper toute la soirée parce que c'est compliqué. Bah, ils pensent au présent, au passé, à l'avenir, à leur propre existence, à leurs émotions, à leur environnement familial, professionnel, social, à l'approche des choses de la vie, et encore bien d'autres choses, avouables ou pas avouables d'ailleurs. La pensée va très très loin. Le problème, c'est que cette pensée et les comportements qui peuvent s'en suivre modifie-t-elle l'allure de certains dysfonctionnements en modifiant la perception et la prise de conscience des alarmes? Ça, c'est une question importante. Ben oui, parce que grâce à la pensée, l'être humain, eh bien, il n'est bien sûr pas l'auteur de sa vie. Il en est un petit peu le compositeur, mais pas beaucoup. Il en est surtout l'acteur, en fait, arrangeur et interprète de sa vie. Durant notre vie, parce qu'on pense, ce que nous quittons, on le sait, ou on croit le savoir, ce qui nous attend, on l'ignore. Ce qui fait qu'il y a deux choses qui découlent de ça. C'est que le savoir, apanage de la science, repose sur la vérité, c'est ce qui est prouvé, et la croyance, ça concerne tout ce qui échappe à la science et qui reste hypothétique. Alors je suis désolé, je suis un grand défenseur de la science, je sais qu'elle a ses limites, mais là-dessus, pour l'objectivité, c'est très 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 compliqué de me faire confiance. Je peux prendre une photo. Comment? Je peux prendre une photo de... Oh, si vous voulez, oui. C'est... Je vous demanderai... Rapproche-toi. Je montre. C'est bon? Merci. Ça fera 300 €. Ça fait une chose. Alors, comment ça marche, la prise de conscience des alarmes? Pour accéder à la conscience, l'info, elle va suivre un process. Et ce process, il est là. Il est représenté sous forme d'un codage nerveux dans une assemblée de neurones. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est les travaux de Nakache et de N à la Pitié. Et ce codage est effectué par un processeur nerveux anatomiquement connecté au réseau de neurones qui compose l'espace de travail global. La durée et l'intensité du codage doivent atteindre un certain seuil pour que l'info soit amplifiée, comme pour l'activité électrique spontanée du cœur. Spontanément, là, si vous faites attention, votre cœur, vous ne le sentez pas. Bon, si par contre vous avez une grosse émotion, bam, 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 vous vous mettez à le sentir. Donc il faut que ça atteigne une certaine intensité pour que ça devienne conscient. Parce que, en plus, un dernier point, il faut que le réseau de neurones soit disponible. Comme le dit très justement Nakache, on ne peut pas penser à deux choses en même temps. Il y en a une qui prédomine sur l'autre. Et si vous êtes en train de faire autre chose, régulièrement c'est ce qui se passe, vous ne savez plus ce que vous avez fait. Mais il n'y a pas un système pour inhiber? Non. Le passage à la conscience, en fait, de quelque chose, d'un propos inconscient, est le fait d'une sélection positive et non d'une création, contrôle conscient de processus inconscients. Ça a été prouvé scientifiquement. C'est une sélection positive. Je rappelle toujours à ce propos ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire vous êtes dans une assemblée, il y a du monde, tout le monde cause, vous entendez un brouhaha, et puis au milieu du brouhaha, vous entendez votre nom. Là, ça fait tilt, ça monte à la conscience et vous allez voir ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez là? Vous me parlez de moi, qu'est-ce que vous racontez?
Alors que, bon, si vous n'avez pas votre nom, ben, il ne se passe rien, hein, vous entendez hop, et puis ça va pas plus loin. Hein. Donc c'est une sélection positive qui fait que on va amener quelque chose dans la conscience. Et conscient et inconscient ne sont pas deux inscriptions distinctes du même contenu, en des lieux psychiques distincts, ni des fonctions distinctes en un même lieu. La prise de conscience, c'est un phénomène intentionnel, c'est-à-dire c'est une autonomie décisionnelle. C'est vous qui, parce que vous avez entendu votre nom, décidez d'écouter ce qui va se passer de manière plus attentive. Et c'est pas, ça ne s'impose pas à vous, c'est parce que vous connaissez, vous avez reconnu quelque chose, paf, ça fait tilt. C'est pour ça que Nakache, j'aime bien cette citation, dit que Freud doit être considéré comme le Christophe Colomb de la vie mentale et de découvrir d'un immense continent psychique l'interprétation consciente fictionnelle, ça je vais y revenir, qu'il appelle à tort l'inconscient. Alors il ne s'est pas trompé, mais c'est autre chose. C'est qu'il fait remonter des choses conscientes à la surface dont on ne voulait pas parler. L'apport des neurosciences, donc, c'est qu'effectivement l'être humain vit dans un univers fictionnel. Omniprésence et prégnance de la fiction. Le cogito ergo sum, qu'avait lancé Descartes, je pense donc je suis, en fait, s'affine, c'est parce que j'interprète que je suis. J'interprète donc je suis. Parce qu'une fois formulées, les fictions alimentent le cours des pensées et sont utilisées pour guider les prises de décision et ajuster le comportement. Ça, c'est extrêmement important comme apport des neurosciences qui démontrent qu'effectivement, il faut que ce soit des choses qui passent à la conscience et qu'on les connaisse et qu'on puisse, en connaissance de cause, prendre des décisions. Ainsi, en pratique, les êtres humains, ils élaborent des scénarios, pour parler poliment, du réel, ils croient au contenu de ceux-ci. Les échanges rationnels, les tentatives de résolution de conflits, quand elles sont raisonnées, sont souvent sans effet sur la force de conviction des croyances. On voit ce qui se passe avec les réseaux sociaux. Les gens, maintenant, acceptent n'importe quelle connerie si ça va dans leur sens. Ah mais c'est toujours pareil. Cette posture interprétative à laquelle nous croyons plus ou moins, suivant les sujets, est une propriété supplémentaire de notre fonctionnement conscient. Et Freud, effectivement, l'a magnifiquement isolé, parce que sa découverte de l'inconscient, ça a révélé le mode de fonctionnement fondamental de la conscience, l'importance première de la subjectivité. On est être humain, donc on est subjectif. Il a en fait cherché à mobiliser cette faculté d'interprétation conscience dans la psychanalyse, qui est la source de notre vie psychique. Alors on va revenir à des choses plus simples, la physiologie. Effectivement, le fonctionnement du cerveau, il obéit très probablement aux mêmes règles que les autres organes pour le respect de l'homéostasie. C'est-à-dire, nécessité d'avoir une connaissance permanente de la situation, de l'organisme, tant en interne qu'en externe, grâce à une signalétique hautement sophistiquée, comme tous les organes. Mais à ceci près que là font partie de cette connaissance des éléments conscients et donc interprétés. Et ça change des choses. Ça repose sur des interactions indicateurs-récepteurs qui aboutissent à des actions physiques ou chimiques adaptées selon le degré d'urgence et qui vont déboucher sur une expression adaptée des gènes requis. Ça, c'est comme tous les autres organes. À ceci près, là, que les éléments conscients font l'objet, là aussi, d'une interprétation qui va guider notre mode de réponse. C'est-à-dire que, contrairement à tout ce qui se passe de manière inconsciente dans nos organes, qu'on ne peut pas modifier, tout ce qui se passe au niveau, qui va avoir connaissance au niveau du cerveau, ça va être modifié éventuellement par le fait qu'on a, comment dirais-je, une conscience de cela et une autonomie décisionnelle à partir de ça. Juste une seconde. Comment on appelle en médecine le phénomène de la philo de réflexion, quand il y a une réflexion, la conscience réfléchit, qui s'interroge elle-même? Quel processus? Est-ce qu'ils en ont mis un en évidence? Comment ça se passe dans le cerveau, la réflexion? Je ne peux pas te répondre. Je peux répondre qu'une chose qui est dite dans tous ces manuels dont il est question, c'est que c'est basé sur des automatismes conscients qui vont permettre d'adapter immédiatement en fonction de ce qu'on a vécu. Mais ce qu'on a vécu, c'était dans la conscience. Alors ça s'est stocké et ça réapparaît. Donc si tu veux, ça peut renvoyer à une expérience antérieure. Mais consciente, c'est pas de l'inconscient. Oui. Non, je parle bien de la réflexion, ouais. là, oui, voilà. Mais je là, suis pas non, mais... Oui.
Peut-être que ça sera, tiens, la prochaine recherche, hein, à Voilà. savoir. Le problème, donc, c'est que c'est propre à chaque individu dans son contexte. Donc, si vous voulez, quand les gens ont des dysfonctionnements qui vont être amenés à la conscience, ben, il y a une grande variabilité de forme et d'intensité des symptômes fonctionnels. Ça dépend des gens. Par conséquent, il y a une grande variabilité dans la signification. D'où les difficultés parfois importantes d'interprétation avec un praticien, un médecin qui se trouve confronté à ça, parce qu'il va se trouver devant des gens qui, quand vous leur dites « mais vous avez un problème là que vous n'avez pas digéré, quoi, il y a un truc qui ne va pas », mais pas du tout, il va très bien. Donc ça, c'est une grande difficulté et ça peut entraîner même quelquefois des conflits entre les patients et les médecins. Donc le problème, c'est que quand il y a des symptômes comme ça, qui sont extrêmement variables et dont on n'arrive pas à faire le tour facilement, ben jusqu'où aller pour résoudre le problème de l'origine de ces alarmes, parce qu'il y a des alarmes, elles existent, on est obligé d'en tenir compte. Alors le premier problème, c'est qu'il faut interpréter ce dont les gens se plaignent. Alors la partie visible, elle est parfois à peine perceptible, parfois elle tombe sous le sens. Bon, la plupart du cas, des temps, quand les gens ont une maladie, je m'excuse, c'est en anglais, j'avais repiqué ça sur un machin anglais, ça c'est la plupart de nos patients, ils ont quelques symptômes ou d'autres symptômes, mais avec des symptômes objectifs, plus ou moins spécifiques d'une maladie particulière, et ça nous permet de dire, oui, il y a une maladie, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, quand les gens consultent, ils ont souvent, on a de quoi aller jusqu'au bout et de faire un diagnostic. Parfois, ça va tellement mal qu'on n'a pas le temps d'aller jusqu'au diagnostic, on les envoie en réanimation parce qu'ils sont très mal, ils sont very ill. D'ailleurs, au passage, vous noterez qu'il y a la disease et la illness, ce qui n'a pas la même signification pour les anglo-saxons que pour nous. Et puis, il y a des cas où il n'y a pas de maladie, alors c'est en principe nous, enfin, j'espère que tout le monde est à peu près dans cet état, c'est-à-dire qu'on a un bon ou un feeling des choses, on se sent bien, il n'y a pas de souci. Donc en principe, pas de maladie, pas de symptômes, donc on est tranquille. Mais, je me suis trompé de bouton. Ma foi, des fois il n'y a pas de maladie, mais il y a quand même un très profond mal-être du patient fonctionnel, c'est-à-dire qu'il se plaint de tas de choses, et alors que tout ça n'a pas de support évident de maladie définie. Alors, ça pose quand même un certain nombre de questions, en particulier aux médecins. Je rappelle, ça a été fait, ça a 20 ou 30 ans, ça a vieilli, mais je vous en parle quand même parce que c'est la base de ce qui se passe dans la société, même si ça s'est modifié. C'est ce qu'on appelle le cas Red White, c'est-à-dire qu'il avait été montré que sur un mois, par exemple, 1000 adultes exposés à un problème de santé, et bien sur ces 1000 adultes, 800 vont ressentir des symptômes, les autres non. 300 vont envisager de consulter, et 200 vont le faire en médecine générale. Une trentaine vont consulter un spécialiste d'organes, 15 vont aller aux urgences, la moitié sont hospitalisés, un seul en CHU. Alors, ça s'est modifié, j'ai pas de chiffres récents là-dessus, mais il est évident que j'ai l'impression que le médecin généraliste est de plus en plus court-circuité, au profit des urgences, où les gens vont tous aux urgences, ça encombre les urgences, et on est exactement dans un problème qui est un peu du même genre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus qui sont hospitalisés, à mon avis. Au bout du compte, il y a un bon tiers des symptômes qui restent inexpliqués, ce qui est quand même un peu embêtant, tant en soins primaires qu'en médecine hospitalière d'ailleurs, et qu'un patient sur 5 admis plus de 10 fois en 8 ans n'ont pas de maladie. Donc ça prouve l'importance de la pensée dans cette affaire. Ça coûte des sous. Alors qu'est-ce qui peut faire suspecter la nature purement fonctionnelle des plaintes d'un patient? Je ne veux pas détailler tout ça, mais en gros, il y a le type de plainte. C'est en général une plainte non mesurable. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on pouvait mesurer, on aurait un truc objectif, mais on ne l'a pas. La présentation et le comportement, c'est-à-dire très souvent, c'est de multiples consultations médicales, des explorations complémentaires de préférence très spécialisées, et c'est parfois une quête un petit peu agressive d'un diagnostic, en disant « personne ne trouve ce que j'ai, vous êtes nul », etc.
refus plus ou moins exprimé de remise en cause comportementale. Quand on commence à dire, mais attendez, vous avez essayé de vous reposer, de faire autre chose, avec des amis, discuter un peu. Ah mais vous pensez que je suis folle, ou que je suis fou, hors de question, ben non, des fois, le comportement quand même est pour beaucoup dans ce qui se passe. Et puis il y a un vécu qui est en partie centré sur les symptômes et la maladie mystérieuse. Personne ne trouve ce que j'ai. Et parfois, pas toujours, mais il peut y avoir une recherche de bénéfices secondaires. Ça, je l'ai rencontré à plusieurs reprises en disant plus ça dure, mieux c'est parce que je suis en arrêt de travail. Voilà. Alors donc la présentation et le comportement, le type de plainte et la discordance. Alors ça c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut avoir du recul, mais la discordance entre l'importance des plaintes et les constatations objectives. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il ne peut plus marcher, qu'il a une jambe qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus et qui ne se lève plus, curieusement, si au bout de 6 mois il n'a pas d'amyotrophie, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est qu'il se serre sa jambe. Donc il y a autre chose. Une diarrhée profuse depuis des mois, ouais, c'est épouvantable, il y va 10 fois par jour, mais il n'y a pas un seul trouble ionique, pas d'amaigrissement, ça ne tient pas la route. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on peut piéger, mais c'est pas si facile que ça, à vrai dire. Deuxième problème, jusqu'où aller dans les bilans pour garantir, sinon un minimum d'impasse diagnostique, voire d'erreur. Parce qu'on a toujours ça dans la tête. Il ne faut pas se tromper, l'erreur diagnostique, c'est grave, c'est répréhensible. Et on est obligé d'aller très très loin parfois pour dire, voilà. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que les signes objectifs d'examen, les antécédents significatifs et tout ce qui peut attirer l'attention sur un organe, ce que j'appelle le temps clinique, entre le patient et le médecin, c'est ça qui coordonne tout. C'est-à-dire que les erreurs diagnostiques sont le plus souvent liées à un manque d'examen clinique, à une erreur dans l'examen clinique, beaucoup plus qu'à des choses de ce genre dans les techniques modernes, le scanner, etc. Un scanner, il vous montre qu'il y a des kystes dans le foie, ben, il vous montre qu'il y a des kystes dans le foie, il n'a pas inventé. Alors que si quelqu'un a une cirrhose avec un foie qui déborde de ça et qu'on dit ben, je ne comprends pas, il a mal au ventre alors qu'on n'a pas regardé, là manifestement l'examen clinique amène énormément de choses et de façon très pertinente. Et alors c'est vrai qu'on a, bon je ne vais pas rentrer là-dedans parce que vous n'êtes pas médecin, mais on a des examens de première intention, simples, et puis des examens de deuxième intention, que je n'afficherai qu'à la fin parce que ça n'a aucun intérêt. Ce qui est important, c'est dire qu'il faut aller plus loin uniquement si on est orienté. Si on n'a que des symptômes non spécifiques, non sensibles, ça ne sert à rien. On peut faire tous les scanners qu'on veut, si, trois quadritudes qu'on n'attend pas. C'est classique. Donc il est certain que c'est une démarche qui est importante. Alors effectivement, on peut faire un tas de choses. Je ne vais pas aller dans le détail. Alors, j'ai essayé de rapprocher, parce que ça a beaucoup de points communs, l'analyse du comportement humain vis-à-vis de son état de santé, que je trouve très très proche du comportement des gens par rapport au suivi des conseils donnés après une consultation médicale. Ce qu'on appelle en matière de thérapeutique l'observance, la compliance, l'adhérence. Et l'observance, en fait, c'est l'individu qui obéit à la règle. Il est militaire. Le médecin lui a dit c'est comme ça, vous avez ça, il faut faire ci et ça. Le mec, ok, bien mon commandant, ne cherche pas à réfléchir, c'est comme ça. C'est l'observance, c'est une analyse objective qui a été faite et on ne discute pas. À côté de ça, la compliance, ok, on est d'accord, c'est conforme à l'humeur, au sentiment du jour, où là, effectivement, le subjectif peut rejoindre l'objectif quand même, on a matière à discuter. Donc ça, c'est la compliance. On veut bien, on est assez d'accord, même si on n'est pas totalement confiant dans cette affaire. Et le dernier point, c'est l'adhésion à des idées et à des principes complets, en accord avec ce que est ressorti de l'entretien. Et là, le subjectif et l'objectif ne font plus qu'un. Là-haut, c'est la rigueur. En dessous, c'est la soumission passive. Et en dernier, la participation active, ce qui n'a rien à voir, évidemment, les uns avec les autres.
Alors c'est un problème multiparamétrique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ce qui va entraîner des facteurs de variabilité sont listés ici. Et comme vous le voyez, il y en a certains qui sont liés à la maladie ou à son traitement, parce que les gens ne sont pas assez informés des traitements et de la maladie d'ailleurs, mais il y en a tout un tas qui n'ont rien à voir et qui sont environnementaux, socio-professionnels, personnels, familiaux, ethniques. Et tout ça va rentrer en ligne de compte pour entraîner un problème donc vraiment multiparamétrique. Pourquoi? Et sous quelles influences? Des influences intrinsèques. L'individu lui-même est souvent rongé de nombreuses incertitudes. Tout ça est très anxiogène et ça peut modifier la façon de comprendre les choses. Il y a des facteurs de résistance psychosociale, ça c'est extrinsèque. Le mec il vient pas bosser, tout le monde commence à dire que c'est un branleur, il veut plus bosser, etc., etc. Donc il y a une pression. Et il peut y avoir une pression également familiale. Tout ça rentre en ligne de compte. Mais ça, c'est extrinsèque à l'individu. Il y a des choses qui sont en fonction du temps. Il est certain qu'on n'a pas la même réaction chez quelqu'un chez qui on trouve une maladie qui a 95 ans que chez quelqu'un qui a 20 ans et en pleine forme, en pleine santé, à qui on trouve un mélanome ou une cochonnerie comme ça. Ça n'a pas du tout les mêmes implications. Et donc le moment, le temporel, là aussi, il compte beaucoup. Et puis, il y a le choix délibéré du patient. Ça, c'est comportemental. Il y a parfois des gens qui ont le déni complet, ou au contraire, une obsession d'une maladie, on me le cache, complotiste un peu, catastrophique. Donc la notion de symptômes médicalement inexpliqués, effectivement, c'est tous ces symptômes qu'on a listés là, qui peuvent être expliqués, parfois s'il y a des signes objectifs, mais qui souvent ne le sont pas. C'est une expression médicale symptomatique, donc c'est des signaux d'alarme, on est d'accord. À côté de ça, tout ça, c'est ce que je viens de dire sur la diapo précédente, c'est dans un contexte social, culturel, familial important, avec des pressions sur l'individu, plus ou moins bien tolérées. Donc un contexte personnel, en plus comportemental, qui fait que s'il y a des causes non médicales qui s'expriment de façon médicale, eh bien tout ça est aggravé par des facteurs favorisants, si les gens ont été traumatisés, soit handicapés, ou une maladie invalidante. Et ce qui fait que, dans la mesure où c'est pas médical, le traitement médical est inopérant. On a beau faire n'importe quoi, ça ne marche pas. Donc il faut se tourner vers d'autres techniques de détente du corps, de détente de l'esprit. Je ne vais pas me lancer là-dedans ce soir, c'est très compliqué, mais il y a énormément à jouer là-dessus, beaucoup plus que sur autre chose. En fait, c'est un peu mes dernières plaques, ça, la difficulté provient finalement du découplage entre l'émission d'une alarme et son interprétation par l'être humain. En pratique, le patient interprète suivant plusieurs critères l'alarme qu'il ressent. Le médecin, lui aussi, interprète selon plusieurs critères. Ce n'est pas forcément les mêmes, c'est souvent pas les mêmes. Et il lui interprète ce qui est dit. L'absence éventuelle d'éléments objectifs peut être un écueil majeur, on l'a vu, de la relation médecin-patient. Parce que le patient dit, il n'y connaît rien, il ne trouve pas ce que j'ai, mais le médecin il dit oui, mais j'ai aucun élément objectif, on ne peut pas aller plus loin. C'est dire la nécessité, là aussi, d'avoir des moyens encore plus performants de détection et d'analyse d'alarmes qui sont encore à l'heure actuelle trop peu spécifiques pour beaucoup, pour obtenir des éléments objectivables qui permettent une réponse adaptée. Il faut traiter une pathologie organique, c'est de plus en plus souvent possible et avec succès, et ça nécessite d'avoir parfaitement ciblé le problème. Mon patron, qui était plein de bon sens à l'époque, me disait toujours « Traiter les gens quand on a un diagnostic, c'est déjà pas très facile, mais alors quand on n'en a pas, ça devient très difficile. Parce que les gens exigent des choses et on n'a rien de vraiment intelligent à proposer. » Donc l'interprétation subjective reste souvent difficile à modifier, ça c'est la force des croyances, et on a ça souvent avec les relations justement ethniques ou autres, on a des choses qui peuvent devenir très compliquées. C'est pourquoi, pour terminer, je dirais qu'en conclusion, le fonctionnement de la vie au plan purement mécanique, c'est fort complexe, ça n'a pas encore livré tous ses secrets, mais l'étrange faculté qui nous est donnée de penser a permis d'immenses progrès dans sa compréhension. La notion de perception de sa vie par l'être humain est encore plus complexe, car elle est soumise à une interprétation fictionnelle, consciente, contrairement aux phénomènes qui permettent l'homéostasie, qui eux sont tous inconscients.
C'est pourquoi les champs d'études du vivant sont extrêmement vastes, touchant des domaines très éloignés les uns des autres, mais gouvernés par une même logique, l'interconnexion permanente du vivant avec son environnement, la réponse au jeu du hasard et de la nécessité, ne se faisant justement pas au hasard, soit de manière automatique, en toute inconscience, et ça on n'a pas à s'en occuper, soit de façon consciente par la pensée et alors soumise à l'interprétation, pouvant conduire à des variations décisionnelles. C'est pourquoi, moi, pauvre médecin, je vous ai fait quelques modestes réflexions sur la vie à la lumière de ce qu'on sait aujourd'hui, mais on est encore loin de tout comprendre et de connaître en particulier le secret de la vie, qui ne peut naître que de la vie elle-même et sa transmission par l'ADN, mais c'est une autre histoire. Je m'arrête.